Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. La révision des listes électorales a démarré le 1er octobre dernier et se poursuivra jusqu'au 31 décembre prochain. À ce stade, très peu d'affluence est constatée sur le terrain et certains estiment que c'est les partis politiques qui ne jouent pas bien leur rôle. D'autres soulignent que le citoyen ne s'intéresse pas aux questions électorales. Le grand dialogue de Studio Tamani pose le débat en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Et comme invité, nous avons Dr Ibrahima Sango de l'Observatoire des élections, Moussa Zan Diarra du réseau des jeunes actifs et Nouhoum Keïta du parti Sadi au téléphone. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, Dr Ibrahima Sango, le processus de révision annuelle des listes électorales a démarré le 1er octobre. À ce jour, quel bilan faites-vous de ce processus? Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent. Je dois rappeler que la révision des listes électorales est contenue dans la loi électorale 2018 et il s'agit des articles 40 à 60 qui réglementent cette révision annuelle des listes électorales. C'est du 1er octobre au 31 décembre, mais en fait tout se fait du 1er octobre au 31 octobre. Donc c'est le mois d'octobre qui est concerné véritablement par cette opération de révision électorale. L'inscription des nouveaux électeurs et la radiation et puis les cas de transfert, tout se règle pendant ce mois d'octobre. Et notre constat sur le terrain, c'est que la révision, l'affluence est timide. L'affluence est vraiment timide dans toutes les localités du Mali. Et dans certaines localités aussi, on a constaté qu'avec l'organisation du dialogue national inclusif au niveau des communes, au niveau des cercles, les commissions administratives n'ont pas commencé à travailler. Et dans d'autres localités, il n'y a pas de RAVEC, l'appareil qui sert à rouler les gens, le recensement à vocation d'état civil. Or, s'il n'y a pas cet appareil pour enrôler les nouveaux majeurs, parce qu'il y a ceux qui ont été 18 ans, normalement, ils sont dans la base de données, mais il faut leurs photos. Il faut leurs photos et leurs empreintes. Donc, tout cela n'est pas fait dans certaines localités. Donc, ça nous donne cette idée que le RAVEC, cette opération de révision des listes électorales, cette année 2019, n'est pas à hauteur de souhait. Non seulement il n'y a pas l'affluence, il n'y a pas la mobilisation, et même quand on voit les commissions administratives qui sont constituées, parce que normalement les commissions administratives sont là, c'est le représentant de l'État qui préside, mais c'est les partis politiques qui doivent fournir les éléments pour les commissions administratives. Et même ces commissions administratives ne marchent pas comme on le souhaite. Donc c'est vraiment des cas isolés où il y a des réussites. Quelques réussites, ça c'est par exemple le cercle de Nioro, où vraiment les commissions administratives travaillent à souhait. Le cercle de Sikasso, les commissions administratives travaillent à souhait, et puis d'autres cercles comme Mopti. Mais dans la majorité des cas, les commissions administratives ne travaillent pas à souhait et l'affluence n'est pas au rendez-vous. D'accord. Les partis politiques sont représentés par Nouhoum Keïta, qui est du parti Sadi. Nouhoum Keïta, vous, quel bilan faites-vous de ce processus? Bonsoir à tous les auditeurs. Et j'ai suivi avec beaucoup d'attention le constat établi tout à l'heure par mon camarade et ami Ibrahim Sango. Je partage entièrement ce qu'il a dit. Et en fait, le constat que l'on peut tirer, c'est que au niveau de ces commissions de recensement, c'est la démobilisation et la démotivation totale. Et c'est un phénomène qui n'a pas commencé cette année. C'est un phénomène qui a persisté depuis un certain nombre d'années, dû au fait que, vous savez, la chose publique, elle est de plus en plus crédible. Les populations ont le sentiment qu'aller siéger dans une commission administrative, surtout pour ce qui concerne les partis, les militants des partis, c'est une perte de temps, d'autant plus que par le passé, on a assisté à des méthodes pas très très catholiques, à des manœuvres frauduleuses, et tendant donc à inscrire des groupes de personnes sur les listes électorales au niveau donc de ces commissions de recensement. Donc, malheureusement, par absence de contrôle, par manque d'intérêt, cette tendance n'a fait que s'aggraver. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas d'engagement véritable que l'on peut constater au niveau donc des centres de
l'état civil concernant ces opérations de recensement. D'accord. Particulièrement, les jeunes également ne s'intéressent pas à ce processus de révision des listes électorales. Moussa Zandiara, selon vous, quelle explication à cette situation? Ok, d'accord. Je salue d'abord tous les auditeurs et tous les co-débattants. Je pense, par rapport à ce processus de la révision des listes électorales au Mali, nous avons constaté en réalité, avec beaucoup de regrets, la participation minime des jeunes. Mais cela est dit d'une part au manque des informations. Parce que nous, en tant que RGA, Réseau des jeunes actifs, nous faisons partie d'un consortium de 4 OSC de la société civile, appuyés par NDI et l'USAID. Nous avons mené une enquête sur le terrain, tout récemment dans la région de Sikasso, même tout de suite. Présentement, une équipe est à Mopti pour une campagne de sensibilisation door-to-door, porte en porte, auprès de la jeunesse et auprès des personnes vivant avec handicap et les femmes, pour que la mobilisation puisse être à la hauteur. Parce que nous avons constaté en réalité, les jeunes sont majoritaires, surtout au niveau de l'électorat, même au niveau de la population, nous sommes majoritaires. Mais en ce qui concerne l'implication des jeunes sur ces processus, c'est peu. Mais cela est dit, ça peut être dit aussi, d'une part, l'implication, l'engagement est moyen même des partis politiques. Parce que les partis, je dirais que les partis sont subventionnés pour vraiment sensibiliser, pour motiver les jeunes, pour éduquer même leurs militants à aller vraiment envers ces processus. Ce n'est pas au moment de l'élection qu'on doit venir avec tous ces moyens-là pour faire sortir les gens à aller voter. Mais nous pensons que ça doit commencer dès maintenant, surtout à commencer du 1er octobre jusqu'au 31 décembre. Mais ce n'est pas fait. Cet acte n'est pas fait par les partis politiques. Et à ce niveau, nous, en tant qu'organisation de la société civile, on peut accuser aussi d'une part les partis politiques par rapport à ça, et en plus les administrateurs aussi. Parce que même à Kati, moi je suis de Kati, lors de la mise en place de la commission pour la révision, moi-même j'ai été à la mairie de Kati, mais on a constaté vraiment que l'affluence est très bien. Même les gens n'étaient pas au courant, même si c'est permanent, mais les gens ne sont pas informés bien avant. Normalement, on doit vraiment passer dans les radios, dans les télés, pour vraiment informer les gens, surtout les jeunes, les femmes, pour qu'ils vraiment puissent s'intéresser sur la révision de la liste électorale. D'accord. Voilà. Noum Keïta, les partis politiques, leur rôle est remis en cause par Moussa Zandiara. Est-ce que vous acceptez cela? Moi, je pense que si... je pense que si les partis politiques sont accusés de n'avoir pas mobilisé leurs militants, parce que, d'après ce que je comprends, ce sont des partis qui bénéficient des subventions, et je pense que l'État également doit être mis en accusation. Et l'État qui dispose de suffisamment de canaux d'information, les médias d'État, comme la radio et la télévision. On va y aller étape par étape, chacun sa responsabilité. Est-ce que les partis politiques jouent leur rôle? Bon, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous essayons du moins que nous pouvons à jouer notre rôle. Et pratiquement, au niveau de ces commissions de révision des listes, nous avons nos militants qui siègent. Mais comprenez que dans la situation actuelle, un seul parti a beau être engagé, a beau être volontaire, il ne peut pas jouer le rôle et la place des autres partis. Et si l'accusation en partie est effectivement justifiée, je pense que les partis ne doivent pas être les seuls
à être accusé de n'avoir pas mobilisé les militants. Il y a la société civile. Et on va y revenir. Je repose exactement. une autre question concernant le rôle des partis toujours, parce que M. Diarra a soulevé une chose qui est que certains partis jouent un rôle, mais souvent ce rôle est joué uniquement lors de la campagne, lors des élections ou encore lors du processus même de révision des listes électorales en tant que tel. Mais ce n'est pas un rôle continu. Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'il faut tenir compte du contexte dans lequel évoluent ces partis politiques. Vous savez que de plus en plus, le débat politique est complètement pollué, que les citoyens aujourd'hui sont dans une situation où pratiquement, lorsqu'on est représentant des partis politiques et que vous ne disposez pas de ressources, c'est extrêmement difficile de se faire entendre. Donc, à mon avis, c'est un contexte politique et social qui est complètement à l'envers. Le débat politique ne se mène pas. Il n'y a pas une volonté de la part des pouvoirs publics à organiser l'espace pour que les citoyens puissent venir débattre de la chose politique, pour que les Maliens puissent être motivés à jouer le rôle de citoyens et aussi à animer les espaces de débat politique partout dans le pays. Donc, je pense que c'est lié au contexte, et malheureusement, c'est un contexte qui ne favorise pas, effectivement, l'éclosion d'une conscience véritablement citoyenne, d'une conscience politique pour vraiment transformer notre pays. D'accord, responsabilité partagée, mais on va parler de celle des partis politiques pour le moment. Docteur Ibrahima Sango, que pensez-vous du rôle des partis politiques dans la sensibilisation, dans l'information, pour que les gens puissent aller retirer leur carte d'électeur? Merci beaucoup. Je pense que les partis politiques constituent le plat de résistance, si on peut le nommer ainsi, de cette activité. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une nécessité de réforme électorale qui s'impose. Parce que depuis 1992 jusqu'à présent, avec le multipartisme intégral, avec les commissions administratives, on se rend compte d'année en année que les commissions administratives ne répondent vraiment pas à la nécessité du débat démocratique. Pourquoi? Parce que si on doit contester le fichier électoral, pour ne même pas contester le fichier électoral, il faut qu'on s'associe pleinement à la réalisation de la révision des listes électorales. Mais cela n'est pas fait. Les partis politiques ne sont pas présents sur le terrain. Et dans la majorité des cas, les délégués qu'ils envoient n'occupent pas leur place. Donc il y a une insuffisance notoire des partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, pour occuper les commissions administratives. Mais cela soulève une autre question, c'est par rapport au rôle de l'État. Parce que pour que les commissions administratives puissent marcher, puissent bien marcher, maintenant qu'on est dans le domaine de la biométrie, il faut que le RAVEC se fasse concomitamment avec la révision exceptionnelle, la révision des listes électorales, la révision ordinaire. Or, nous, au niveau du POSIM, par exemple, nous avons interrogé le terrain en août 2019, en août tout près. Nous avons interrogé le terrain et le RAVEC a été arrêté dans plusieurs régions du Mali, dans plusieurs localités du Mali. Sauf la région de Tombouctou et de Gao, où le RAVEC continuait. Donc si les opérations de RAVEC ne continuent pas, ça veut dire que même si on vient au niveau des commissions administratives, tout ce qu'on va reporter, ce sera nul. J'ai parlé aussi de l'insuffisance du cadre institutionnel. Ça veut dire que les commissions administratives, aujourd'hui, on doit se rendre compte que ça ne répond pas à notre norme, à ce qu'on veut que le fichier électoral soit demain. Et cela renvoie à la question d'organe unique de gestion des élections. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Même si le ministère de l'administration territoriale, à travers les commissions administratives, recueille les différentes données issues des commissions administratives et les envoie à la délégation générale aux élections pour en extraire le fichier électoral. Donc s'il y a des localités qui sont omises, la DG peut dire le ministère m'a transmis, ce que le ministère m'a transmis comme données, c'est ce qui est sorti. Le ministère dit non, moi j'ai transmis toutes les données. Donc ça peut être une balle de ping-pong entre le ministère et la délégation générale aux élections. Donc ça peut causer des problèmes et ça peut impacter sur le fichier électoral. Donc ce qu'on propose, nous, en tant que société civile, c'est qu'il y ait un organe unique de gestion des élections. Il faut que les partis politiques acceptent que les commissions administratives ne sont pas la solution aujourd'hui et qu'on aille en avant. Sinon, leur rôle par rapport à l'animation des commissions administratives est primordial. Parce qu'ils reçoivent, les partis politiques reçoivent l'aide publique de l'État
pour jouer leur rôle dans la mobilisation des citoyens, dans la sensibilisation des militants, et pour des circonstances comme ça, pour que les commissions administratives soient vraiment à côté de souhait. Cela n'est pas fait, donc ça pose la question de l'insuffisance du cadre qui est là et qu'il faut améliorer. D'accord. Vous estimez tout de suite, Moussa Zandiara, que là, les jeunes ne sont pas suffisamment impliqués. Mais est-ce que les jeunes sont même engagés eux-mêmes à poser des actes, à participer à ce processus? Oui, les jeunes sont prêts à participer, les jeunes sont engagés. Mais d'une part, je dirais que les jeunes sont vraiment mis à la marge. C'est que c'est tout une question électorale. Vous verrez que c'est prétendre à aller sur la conquête même du pouvoir. Maintenant, que ce soit communal, que ce soit législative, que ce soit présidentielle, comme il y a d'autres réformes qui sont en cours sénatoriales et régionales. Maintenant, vous verrez que en réalité, les jeunes sont à la marge parce que généralement, la majeure partie même de cette jeunesse, de cette couche, ne sont pas vraiment sont financièrement à la marge parce que les partis politiques investissent pour ça, pour la conquête de ce pouvoir. C'est pour cela que les jeunes se retirent d'une part. Quand il y a une question de politique, quand il y a une question électorale, ils ne s'intéressent plus. Donc plutôt qu'une question d'information et de sensibilisation, c'est une question de confiance. Il y a une question de confiance et il y a aussi une question d'information. Parce que nous, on a été sur le terrain tout récemment, même à Bamako ici, parmi les 6 communes même de Bamako, nos bénévoles ont fait porte en porte. On a constaté que jusqu'à présent, il y a des jeunes qui sont ici dans la ville, qui ne connaissent pas vraiment qu'il y a une révision de la liste électorale qui commence le 1er octobre et termine le 31 décembre. Mais c'est grave. En réalité, avec l'État, comme M. Keita l'a si bien dit, en réalité, ça aussi, ça soulève la responsabilité de l'État. L'État aussi a ses canaux de communication, tous ces moyens. Normalement, l'information doit vraiment véhiculer, doit être à la portée de tout un chacun. Surtout avec l'Internet et tout, les jeunes sont tellement intéressés sur les réseaux. On peut facilement atteindre tel nombre de jeunes en un clin d'œil. Mais cela n'est pas fait. Mais en ce qui concerne l'engagement, les jeunes sont engagés dans le domaine de ce processus électoral, mais les jeunes sont mis à la marge dit à certaines choses. Surtout, c'est des aspects politiques dont M. Keita le sait en réalité, même dans les partis, les jeunes ne sont pas trop intéressés parce qu'ils sont mis à la marge. Mais s'ils sont engagés, c'est devenu pratiquement une habitude de réviser les listes électorales à cette période. Est-ce qu'ils cherchent à savoir si ça a commencé ou pas? Est-ce qu'ils vont vers l'information? Les jeunes vont vers l'information. Parce que d'après nos constats, les jeunes qui sont à moins de 18 ans, ceux qui sont moins de 18 ans, c'est eux qui sont vraiment une couche qui n'est pas trop intéressée sur ces processus. Mais ceux qui sont au-delà, surtout sur la question RAVEC, on a compris qu'au Mali ici, tout dépend maintenant de la carte NINA. Obligatoirement, si tu n'es pas enrôlé dans le fichier RAVEC, tu ne peux pas avoir certaines choses. Tu n'as pas accès maintenant à certaines choses. Forcément, tu dois aller maintenant. Donc ils n'y vont pas parce qu'ils sont intéressés, mais parce qu'ils sont contraints d'y aller. Contraints d'y aller pour avoir certaines choses. Surtout les nouveaux, surtout les cas de nouveaux majeurs. Nous avons constaté que beaucoup de nouveaux majeurs, ceux qui n'ont pas fait la biométrie, maintenant on a compris qu'après leur bac, maintenant ils sont contraints à aller chercher leur fiche individuelle. Si tu n'as pas fait la biométrie, tu ne peux pas avoir ta fiche. Forcément, tu dois faire ça. Maintenant, dès qu'ils ont fait ça, maintenant, ils sont enrôlés. Et leur nom sera affiché sur la liste électorale. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on doit leur motiver d'une part pour que vraiment ils puissent s'intéresser sur la question électorale.
Sinon, la question électorale on va revenir sur cette question de motivation. Voilà, vous expliquer ce qui peut être la motivation. Voilà. Alors, monsieur Nouhoum Keïta, vous avez parlé de la crédibilité de la chose publique. Est-ce qu'aujourd'hui, la crédibilité des partis politiques ne doit pas être posée également? Oui, bon, je pense qu'il ne faut pas généraliser. Crédibilité de quel parti politique par rapport à quel objectif politique. Là-dessus, on a longuement évoqué aujourd'hui le désintérêt actuel des citoyens par rapport aux partis politiques. Mais je pense que, je n'ai pas envie de traîner là-dessus. Mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est le principe de la contradiction des intérêts et des luttes conflictuelles qui en résulte dans toute société composée de groupes, de réseaux, dont les uns dominent, exploitent et oppriment, et les autres, les uns dominent les autres par divers moyens. Donc, c'est pourquoi on voit ces positionnements avec des objectifs et des stratégies qui sont forcément différents et opposés des formations politiques qui représentent leurs intérêts et dans lesquels ils sont mobilisés par rapport aux problèmes et aux enjeux. Bon, maintenant, vouloir bloquer, entraver, dévoyer cette lutte, c'est vouloir maintenir ou assurer assurément le règne de ceux qui veulent continuer à nous dominer, à nous exploiter. Aujourd'hui, le désintérêt n'est pas propre seulement à la couche de la jeunesse. Regardez aujourd'hui l'espace social. Ce ne sont pas seulement les jeunes qui manifestent un désintérêt vis-à-vis de la chose politique. Mais en réalité, ce désintérêt est dû à la gestion d'un groupe de partis qui est extrêmement minoritaire aujourd'hui. Donc, il ne faut pas généraliser le fait que, lui, il y a un désintérêt vis-à-vis de tout le monde. Moi, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'à toutes les étapes de ces révisions de listes-là, nos militants s'y trouvent. Et nous y sommes. Et ce n'est pas que nous donnons de l'argent à nos militants, mais c'est une conviction. Et malheureusement, notre conviction a été ébranlée par de nombreux constats que nous avons tirés sur le terrain. C'est que lors des élections, les dernières élections, on a vu que certains partis qui disposent de suffisamment de ressources ont fait en sorte qu'ils prennent donc ces commissions de révision des listes électorales et qu'ils mettent des groupes de gens qui n'ont rien à voir avec leur lieu de recensement. Et malheureusement, c'est avec ça qu'on est allé aux élections et vous avez vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les gens contestent la légitimité des élections. Je rappelle que nous avons invité les autorités à travers notamment le ministère de l'administration territoriale, mais nos tentatives sont restées vaines. Monsieur Keïta, vous avez parlé de la responsabilité de l'État, de la responsabilité un peu des partis politiques. Vous parliez également de la responsabilité de la société civile. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui à cette société civile ? D'abord, je tiens à préciser une chose. D'abord, à faire le distinguo entre sociétés, parce que là-dessus également, mes critiques sur la société civile que je connais, dans laquelle j'ai beaucoup évolué, mes critiques sont très claires. Mais je voudrais profiter de votre antenne pour saluer l'engagement et l'esprit d'ouverture du POSIM de Sango. Parce qu'il a évoqué un certain nombre d'actions qu'ils ont entreprises que nous trouvons extrêmement salutaires et très très justes. Donc c'est une organisation de la société civile qui fait beaucoup de propositions, qui est très active sur le terrain et qui veut qu'on arrive vraiment à des changements véritables afin que notre processus démocratique puisse être consolidé. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les propositions qu'il a formulées, mais personnellement, j'ai le sentiment que c'est des propositions qui tombent dans l'oreille d'un sourd, parce que véritablement l'État n'a pas la volonté d'aller vers l'organisation d'élections transparentes et crédibles qui peuvent être reconnues de tout le monde. D'accord. Vous vouliez faire la différence entre cette société civile, à travers, vous parlez comme exemple du POSIM, et quelle autre société civile? Non, il y a les autres. Il y a certainement que le POSIM n'est pas
certainement la seule organisation crédible. Il y en a certainement d'autres. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que la société civile, elle est devenue pratiquement un instrument, un cache-sexe institutionnel qui ne vise qu'à frayer en fait le terrain à des institutions, à des méthodes et des techniques de gestion et de gouvernance qui sont étrangères à notre pays. Voulez-vous dire qu'elle est devenue politisée? Je ne l'ai pas dit. Merci de pouvoir me demander sur ce terrain. Je pose la question. Je vous dis que je ne l'ai pas dit. Je pense que vous avez trouvé le mot. D'accord. Est-ce que, Sango, ce n'est pas les partis politiques eux-mêmes qui ont poussé cette société civile à jouer sur un terrain qui semble ne pas être le leur? Bon, je ne dirais pas que c'est les partis politiques qui ont fait cela, mais il faut signaler qu'il y a près de 200 partis politiques en République du Mali. Cela n'est pas normal. Et les partis politiques qui reçoivent l'aide publique de l'État ne jouent pas conséquemment leur rôle. Et ensuite, il y a la notion cycle électoral. Parce que dans tout ça, il faut avoir la notion cycle électoral. Une élection, c'est avant, c'est pendant et c'est après. Donc, tant que les partis politiques ne cultivent pas cette notion cycle électoral et ne se positionnent pas par rapport au cycle électoral, on ne va pas sortir de l'ornière. Quand on voit aussi le gouvernement de la République du Mali aujourd'hui, il y a 2 ministères qui devraient être interpellés par rapport à cette période de révision de la liste électorale. Il y a un ministère qui a été dédié aux réformes institutionnelles et aux relations avec la société civile. Il y a le ministère de l'administration territoriale. Donc ces 2 ministères aussi doivent faire beaucoup de communication autour de la nécessité pour les jeunes, notamment les jeunes, pour s'inscrire. Parce qu'on ne parle pas aux jeunes, en réalité on ne parle pas aux jeunes. Quand on va à la télé pour dire qu'on fasse passer des messages à la télé, ce n'est pas les jeunes qui sont visés. Donc il y a des canaux de communication qui peuvent être utilisés pour atteindre les jeunes. Et c'est la responsabilité partagée non seulement du gouvernement, mais aussi des partis politiques. Parce qu'il faut pouvoir parler aux jeunes, leur montrer la nécessité, ce qu'on appelle l'information, l'éducation et la communication électorale, il faut s'y mettre davantage pour que les jeunes puissent participer. Donc je pense que c'est un problème de communication qui est posé là. Maintenant, par rapport à la carte Nina dont mon frère a parlé tout de suite, la carte Nina. La carte Nina, quand on voit dans la région de Koulikoro par exemple, toute la région de Koulikoro, tu ne peux pas faire ta carte Nina, tu ne peux pas faire l'enrôlement. Donc c'est un problème. Donc maintenant, si les commissions administratives doivent se baser sur ça aussi pour avoir les résultats du RAVEC, pour pouvoir les intégrer, c'est un problème. Donc au niveau du gouvernement même, le gouvernement n'a pas pris les dispositions idoines pour que cette période du 1er octobre au 31 octobre, qui est essentielle dans la révision des listes électorales, puisse être exploitée pleinement et pour que les populations, les citoyennes et les citoyens puissent massivement s'inscrire dans les listes électorales. Donc c'est un problème. Maintenant, les partis politiques ont l'aide publique bénéficient de l'aide de l'État pour mener leurs activités. Les organisations de la société civile n'en bénéficient pas. Donc ça, il faut le dire aussi, ils n'en bénéficient pas. Et c'est par à-coup qu'on fait des actions d'information, de communication, de sensibilisation. Et puis, notre plateforme, surtout le possible, on est dédié à l'observation électorale. Et donc, on suit le processus. Et chaque fois, on fait des recommandations pour que le processus électoral puisse être fiable en République du Mali. Vous avez parlé du nombre des partis politiques. Il y a le dialogue national inclusif qui est en cours. À Ménaka, parmi les recommandations qui sont faites, c'est de limiter les partis politiques à 3 au Mali. Est-ce que vous pensez que réduire le nombre de partis politiques pourrait avoir un impact positif dans la sensibilisation et l'information? Bon, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il faut réduire le nombre de partis politiques. Je ne dirais pas qu'il faut réduire à 3, mais 200 partis politiques pour la République du Mali, je pense que c'est trop. Donc les partis politiques doivent fusionner. Et déjà, on a des exemples dans le paysage politique malien où la CODEM et l'ARP, je crois, l'Alliance pour la République, sont en train de voir comment fusionner. Donc il faut qu'on ait des grands partis politiques qui puissent parler aux Maliens et qui puissent porter les espoirs des Maliens. Sinon, 200 partis politiques aux Maliens, nous pensons que c'est trop. Et ce n'est pas seulement à Ménaka, mais dans toutes les régions du Mali pratiquement, au cours du dialogue que nous avons suivi aussi, que ce soit au niveau des communes, au niveau des cercles, et puis au niveau régional, de plus en plus les voix s'élèvent pour qu'on puisse limiter le nombre de partis politiques à la République du Mali. D'accord. Pour que les jeunes puissent participer, il faudrait qu'ils soient motivés. Selon vous, M. Diarra, comment motiver les jeunes afin qu'ils puissent participer et mieux jouer leur rôle? Voilà, c'est ce que moi je disais en réalité. Il faut que l'État, que les partis politiques montrent vraiment à cette jeunesse leurs responsabilités. Le rôle et la responsabilité sur vraiment la gestion même du pays.
parce qu'en réalité, les jeunes ne sont pas trop impliqués, surtout à la prise des décisions, surtout l'assise, débattre, dialoguer, tout ça là, on met surtout à un niveau restreint. Les jeunes qui sont impliqués sont très peu, alors que nous occupons vraiment la majorité même de la population, à peu près au moins 65% de la population, mais on n'est pas vraiment impliqué sur la prise de décision, sur comment faire ça et comment développer ces idées-là. Est-ce que les jeunes savent pourquoi ils doivent participer? Quelle est l'utilité de leur participation dans ces différents processus électoraux? Voilà, nous pensons qu'en réalité, dans la démocratie, chaque voix compte. On ne peut pas se laisser manipuler ou bien gérer par un groupe d'individus dont les voix n'est que vraiment minoritaire par rapport à celle de la majorité. Il faut voir lors de l'élection présidentielle passée. D'après les statistiques, ils ont dit que les cartes qui ont été confectionnées pour le vote s'élèvent à 8 millions et quelques, 8 millions de votants. Mais après les résultats, on a constaté que ceux qui ont participé, normalement, ceux qui ont participé n'ont pas dépassé les 3 millions. Et les 5 millions restants, ils n'ont pas participé. Alors qu'on a injecté à peu près des milliards pour la confection même de ces cartes d'électeurs. Maintenant, au lieu que, comme M. Sango l'a si bien dit, l'élection, le processus électoral, c'est une chaîne, avant, et présent et après. Nous pensons que c'est maintenant qu'on doit commencer à faire venir, à faire sensibiliser ces jeunes-là pour leur dire que leur responsabilité, leur voix, ça ne dépend pas. Ce n'est pas pour l'État, mais c'est pour eux, c'est pour leur avenir. Il faut qu'on les cultive, ça. Comme M. Sango l'a si bien, il faut qu'on les cultive. C'est quelque chose qu'on doit vraiment cultiver chez les jeunes, chez nous, notre génération. Il ne faut pas qu'on laisse, à la veille de l'élection, sortir avec des balanis, avec des radios, pour dire qu'il faut sortir, aller voter. Mais bien avant, il faut qu'on sache réellement l'intérêt de notre voix, l'intérêt même de ce que notre devoir, ce que l'État fait pour nous et ce que nous aussi on doit pour l'État. Au lieu que l'État injecte seulement. Selon lors de notre formation, l'une de notre formation avec le ministère, nous-mêmes on a eu à proposer, au lieu qu'on laisse les jeunes à la maison, et à travers les 3 organisations, le ministère de l'administration territoriale, la DG et la commission, les différentes commissions, laisser seulement les jeunes dont leur âge, ceux qui ont atteint seulement l'âge de voter, de les enrouler sans qu'ils sachent. Maintenant, on va aller confectionner sans qu'ils le sachent. Et leurs cartes seront imprimées. Maintenant, on va déposer ces cartes-là dans les différentes mairies pour qu'ils aillent retirer leurs cartes sans qu'ils ne connaissent même réellement est-ce que moi, mon nom figure. Est-ce que c'est la solution? Ce n'est pas la solution. Si on donne le choix, maintenant que chaque électeur, ceux qui ont atteint l'âge de voter, se lève lui-même pour aller s'inscrire son nom sur la liste. Maintenant, le taux qu'on va avoir après ça, maintenant, moi, je dirais que c'est ça le taux réel pour que vraiment on puisse avoir vraiment un électorat fiable et crédible. D'accord, Sango veut réagir. Et en ce moment, les partis vont s'impliquer dès la révision de la liste électorale pour faire sortir les gens à aller inscrire leur nom sur la liste électorale. Non, moi, je pense que le problème est complexe. En fait, ce que lui, il veut, Diarra veut, si on le fait, on doit réviser la Constitution de la République du Mali. C'est la Constitution de la République du Mali qui autorise l'inscription d'office sur la liste électorale. Donc ça va amener des réformes constitutionnelles. Or, tout le monde sait ce que ça veut dire. Maintenant, par rapport au fichier électoral, moi je pense que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le travail de commission administrative ne se fait pas normalement. De 92 à aujourd'hui. Ça ne se fait pas normalement. Donc tout fichier électoral qui est sur la place publique de la République du Mali n'est pas fiable. Le fichier électoral dont on s'est servi en 2013, en 2018, le fichier électoral n'est pas fiable. Parce que les commissions administratives doivent travailler, ceux qui sont décédés pour enlever leur nom, les nouveaux moyens les mettre, ça ne se fait pas.
Donc, ça veut dire que le fichier électoral même a une cause en République du Mali. Nous, en tant que possible, nous avons approché beaucoup d'organisations, les organisations, les partis politiques, l'administration, la DG, pour savoir ce qui est dans ce fichier. Si on veut vraiment un fichier électoral fiable en République du Mali, il faut refaire ce RAVEC-là. Parce que le RAVEC date de 2009. Et avec ces erreurs et tout. Beaucoup de gens sont décédés, beaucoup de gens ont voyagé, mais les commissions administratives ne travaillent pas pour toiletter le fichier électoral. Et certains pensent que ce sont aussi les fraudes qui empêchent certains de s'impliquer parce qu'ils pensent que, de toutes les façons, leur vote n'a pas d'utilité. Non, pas du tout. Et là, ça dépend de la mobilisation. La mobilisation des partis politiques est en cause. Ils ne mobilisent pas. Les partis politiques prennent l'argent de l'État, mais sur le terrain, leur travail de sensibilisation de leurs militants, de formation, d'éducation, laisse à désirer. Si on se réfère sur le fichier électoral toujours, quand on prend les élections démocratiques en République du Mali, de 1992 à 2018, on a vu que le plus bas taux, c'est en 92, 29%, le taux de participation par rapport à ceux qui sont inscrits. Et le plus fort taux, c'est en 2013, avec 49%. 2013, avec 49%. Et en 2018, on n'a pas atteint les 49%, comme tu viens de le dire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que le fichier électoral même, dont on se sert pour faire les votes, n'est pas fiable. Il peut y avoir beaucoup de cas de fraude, il peut y avoir beaucoup de cas de malversation, mais le fichier n'est pas toiletté à souhait. Et cela repose la question par rapport à l'organe unique de gestion des élections. Est-ce qu'aujourd'hui, au Mali, on a besoin du ministère, de la CENI, de la DG pour organiser des élections, ou alors on a besoin d'un seul organe qui sera là pour veiller sur le cycle électoral. Le cycle électoral, le travail en amont, le travail pendant les élections, le travail après les élections, pour ça. Et ça aussi, ça a fait appel à des réformes, non seulement institutionnelles, mais aussi des réformes constitutionnelles. D'accord. Nouhoum Keïta, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la réduction du nombre de partis politiques au Mali? Bon, je pense que cela ne se décrète pas. Si les bases d'une compétition politique véritable étaient posées, je pense qu'on n'en arriverait pas à autant de partis. Et vous savez pertinemment que depuis l'avènement de la démocratie et du multipartisme, les tenants du pouvoir avaient donc pour stratégie de multiplier, de créer, d'instrumentaliser des partis politiques pour empêcher que le débat véritable se pose et pour arriver à des changements véritables. Et donc ça ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'il y a 400 partis politiques, il faut donc arriver à limiter le nombre de partis politiques à 5, à 10, etc. Pour moi, c'est vraiment, ça va être le résultat d'un long processus de débat entre tous les acteurs politiques. Alors, mais que voulez-vous dans un pays où l'espace médiatique est complètement verrouillé, si ce ne sont pas les radios libres, et là, je tire un chapeau au studio Tamani, qui fait partie aujourd'hui des radios qui posent le débat véritablement pour que nous arrivions donc à des changements véritables. Alors comment on peut arriver justement à des discussions véritables lorsque les médias d'État sont complètement verrouillés, où il y a une absence de culture de débat et une entreprise de dépolitisation systématique des citoyens. Notre frère Diarra a évoqué le cas de la jeunesse. Vous savez, les conséquences du désintérêt des citoyens à la chose politique sont énormes. Et vous savez que depuis la colonisation française, les populations savent, génération par génération, que c'est la politique, c'est-à-dire l'autorité politique et le pouvoir administratif, qui décide en réalité et seul permet de résoudre les problèmes définitivement, de se protéger, d'être promis véritablement dans la société. Donc aujourd'hui, les citoyens maliens sont dépités, sont écœurés, parfois démoralisés, voire même pessimistes et fatalistes, de voir toujours les mêmes hommes, les mêmes dirigeants et partis politiques qui sont responsables de la faillite que nous connaissons et ce sont donc les mêmes que l'on voit qui gouvernent. Alors, aujourd'hui, que faire aujourd'hui pour que tous les Maliens, le Malien lambda surtout, puissent être mieux impliqués, puissent se sentir concernés et s'impliquer lui-même dans ces différents processus électoraux? Non, il faut arriver carrément à un changement. Et comme Sango l'a dit, il faut un changement institutionnel en profondeur.
Mais ce changement institutionnel aussi est tributaire de la nature véritable de l'État, de son degré d'engagement, de sa prise de conscience réelle par rapport à la réalité de la situation actuelle et des propositions qu'il peut amener à faire pour qu'on arrive à ces changements véritables. Tant qu'il n'y a pas cette volonté et cette vision donc, de ceux qui détiennent le pouvoir de l'État, et tant qu'on n'arrive pas à cela, on ne pourra pas arriver au changement. Donc, pour nous, en tant que parti politique, je parle au nom de mon parti, nous sommes toujours battus pour qu'il y ait le débat. Et que si le débat est mené de façon loyale, compétition menée de façon loyale, les Maliens auront la possibilité de choisir en toute indépendance, donc en connaissance de cause, les partis ou les forces politiques qui sont à mesure de les conduire à des changements véritables. Et donc, ils vont voter pour eux, forcément. Donc, ce n'est pas sur la base d'une approche mécanique qui consiste à dire, bon, il y a 400 partis, prenons seulement 5 partis, que les choses vont aller. Vous allez prendre les 5 partis, si ces partis ne représentent pas les aspirations et les intérêts de l'immense majorité des citoyens maliens, on va retourner toujours à la case départ. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, le devoir impérieux, urgent, nécessaire, c'est d'ouvrir l'espace, le débat au niveau donc des organes de l'État et que les citoyens véritablement donc, puissent à travers des manifestations publiques, à travers des prises de donner leur avis sur la question. Alors, Moussa Zandiara, dans ce contexte, est-ce que vous pensez que ce processus de révision des listes électorales peut être une réussite, cette étape-là? Bon, moi je dirais que non, ça ne peut pas être une réussite en réalité. Il faut vraiment une réforme à hauteur de souhait, à tous les niveaux. Parce que l'État a sa responsabilité, les partis politiques ont leurs responsabilités, y compris aussi la société civile. Dans cet élan-là, en réalité, nous, on peut dire que toujours le taux qu'on souhaitera vraiment avoir lors des échéances, on ne pourra pas avoir ça. Êtes-vous plus optimiste que Diarra? Pas du tout. Je pense que le dialogue national inclusif a déjà masqué tout ce qui concerne le travail des commissions administratives. C'est comme si en 2020, on n'attend pas le référendum, en 2020, on n'attend pas les élections législatives. Et la part de responsabilité est partagée entre les partis politiques, pour notre part, et puis pour le gouvernement. Parce que si on doit aller en 2020 à des élections législatives tout au moins, on doit voir sur quelle base on doit travailler pour ces élections législatives. Il ne sert à rien d'éditer 8 millions de cartes alors qu'il n'y a pas 8 millions d'électeurs. Donc ça pose aussi le problème de l'organe unique de gestion des élections dont on a parlé. Il faut que les partis politiques et les gouvernements acceptent de se mettre à table et de parler des insuffisances par rapport au dispositif et de pouvoir changer les insuffisances. Est-ce que les zones avec insécurité grandissante sont prises en compte dans ce processus de révision des listes électorales? Si, les zones sont prises en compte. Quand on prend Menaka, on prend Taoudeni, on prend Gao, Kidal, Mopti. Les commissions administratives sont en place, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que d'un côté, il y a le dialogue national inclusif au niveau des communes, au niveau des cercles et puis au niveau régional qui a fait que tout le monde s'était braqué sur ça et tout le monde a oublié qu'il y a la révision des listes électorales. Et le rôle des partis politiques et du gouvernement le gouvernement et les partis politiques sont tous responsables. Pensez-vous que ça a été une erreur d'organiser ces différentes activités au même moment? Bien sûr, pour nous, c'est une erreur. Parce que même le dialogue, à quoi ça va aboutir? Ça, ce sera peut-être un autre débat. Mais pour le moment, on pense que ça a masqué le travail des commissions administratives. Et aussi, la responsabilité du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas le dispositif nécessaire sur le terrain pour que les commissions administratives puissent travailler. Et les opérations de RAVEC ne marchent pas. Donc, pour nous sommes pessimistes. Ça ne va aboutir pas à grand-chose. Ensuite, il y a les langages, ce qu'on appelle le langage de masse. Que le gouvernement, les partis politiques puissent parler aux jeunes, qu'ils puissent le faire comprendre aux jeunes pour qu'on puisse aller à une société vraiment démocratique en République du Mali. Noum Keïta, êtes-vous pessimiste aussi? Bon, nous, en tant que parti politique, nous ne sommes pas pessimistes. Si nous l'étions, je pense que nous aurions renoncé à notre combat. Cela fait plusieurs décennies que nous nous battons pour arriver au changement. Nous avons une très grande confiance dans... Et vous pensez que cette année, les objectifs seront atteints? En tout cas, au regard de ce qui se passe, de ce qu'on voit,
je pense que les objectifs seront loin d'être atteints, malheureusement. Merci Nouhoum Keïta du parti Sadi, Moussa Zanjara du réseau des jeunes actifs et Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire des élections. Ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique PEC financé par l'USAID. À la mise en onde et à la régie vidéo, Mamadou Ouattara et Salim Diouara, je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain grand dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba.